Je m'appelle Geneviève Moreau. J'ai 63 ans. Et il y a exactement 6 mois, ma belle-fille m'a hurlé dessus au milieu d'une boutique de luxe parisienne. « Pourquoi cette merde de carte ne passe pas, vieille ?» Elle était entourée de sacs à 4 000 €. Des sacs que je payais. Comme je payais tout depuis 4 ans. Son appartement, ses voyages, ses caprices, sa vie entière. Pendant que les autres clientes nous regardaient, horrifiées, j'ai respiré profondément. J'ai senti la honte me brûler la peau, mais aussi quelque chose d'autre. Quelque chose de froid, d'implacable, qui montait du plus profond de moi. Et j'ai dit, d'une voix calme et glaciale, « Parce que ton crédit avec moi est terminé. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant qu'elle hurlait, toutes les cartes bancaires, tous les comptes, toutes les clés de l'appartement que je lui avais donné étaient déjà annulées. Mon avocat avait tout préparé en silence. En quelques signatures, j'avais repris le contrôle de ma vie. Mais ce que j'ignorais, c'est que cette décision allait déclencher une guerre. Une guerre qui me ferait perdre mon fils unique, Mathieu, mon trésor, l'homme que j'avais porté, élevé, aimé de toutes mes forces. 3 jours après la scène de la boutique, il a débarqué chez moi, furieux, et m'a craché des mots que je n'oublierai jamais. « Tu es jalouse, possessive et malsaine. On ne reviendra plus. Ni pour Noël, ni pour ton anniversaire, ni pour quoi que ce soit. Tu voulais être seule ? Eh bien, tu vas l'être. » Et il est parti en claquant la porte. Pendant des semaines, je n'ai plus eu de nouvelles. Pas d'appel, pas de message, rien. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. J'ai cru devenir folle. J'ai pensé que j'avais tout perdu. Jusqu'au jour où mon avocat m'a montré des photos. Des photos qui prouvaient que Chloé me mentait depuis le début. Qu'elle avait un amant. Qu'elle détournait mon argent. Qu'elle manipulait Mathieu pour mieux me vider les poches. Qu'elle prévoyait de partir avec son amant dès qu'elle aurait assez volé. Et soudain, tout est devenu clair. Mais comment dire la vérité à un fils qui refuse de m'écouter ? Comment lui ouvrir les yeux sans qu'il pense que j'invente tout pour détruire son mariage ? La réponse est venue d'un endroit inattendu. Un dîner de famille, organisé par la mère de Chloé. Une soirée où Chloé pensait m'humilier une dernière fois. Une soirée où j'ai décidé de jouer mon va-tout. J'ai apporté les preuves. Et quand j'ai posé les photos sur la table, quand Mathieu a vu le visage de sa femme embrasser un autre homme, quand il a lu les messages où elle écrivait qu'elle en avait marre de jouer la femme au foyer, quelque chose s'est brisé en lui. Il est tombé à genoux sur le gravier glacé de décembre et il a sangloté comme un enfant. « Pardon, maman. Pardon pour tout. » Pour la première fois depuis des mois, j'ai pu serrer mon fils dans mes bras. Mais cette guerre a laissé des cicatrices, des questions sans réponse, des nuits blanches où je me demande si j'ai bien fait, si j'aurais dû continuer à payer, à tout accepter, à me taire. Henri, mon mari décédé il y a 6 ans, me disait toujours « Geneviève, il faut apprendre à dire non. » Mais dire non, ça coûte cher. Parfois, ça coûte tout ce qu'on a. Aujourd'hui, je regarde mon fils reconstruire sa vie. Je le vois sourire à nouveau, aimer à nouveau. Je vois la paix revenir dans ses yeux. Et je me demande, le prix de ma dignité valait-il tout ce que j'ai perdu en chemin ? Valait-il les larmes, les nuits d'angoisse, les mois de silence ? Valait-il le risque de perdre mon enfant pour toujours ? Je ne connais pas encore la réponse. Mais ce que je sais, c'est que j'ai refusé d'être une victime. J'ai refusé de laisser quelqu'un me traiter comme un distributeur automatique. J'ai refusé de sacrifier ma dignité sur l'autel de l'amour maternel. Et peut-être que c'est ça, la vraie définition de l'amour. Pas tout accepter, pas tout pardonner aveuglément, mais savoir se tenir debout, même quand on a le cœur brisé, même quand on est seul face à la tempête, même quand tout le monde vous dit que vous avez tort. Mon histoire n'est pas celle d'une héroïne, c'est celle d'une femme ordinaire qui a dû faire le choix le plus difficile de sa vie. Un choix qui a failli tout détruire, mais qui, peut-être, nous a tous sauvés. Les premières lueurs de novembre entrèrent par la fenêtre de ma chambre, pâles et froides, comme si même le soleil hésitait à se montrer ce matin-là. Je me suis réveillée à 6 heures, comme toujours, malgré ma retraite depuis 3 ans.
40 années à l'hôpital Necker vous conditionnent le corps et l'esprit. On ne dort jamais vraiment tard. On garde toujours une oreille attentive. On reste en alerte. J'ai glissé mes pierres dans mes pantoufles usées, celles qu'Henri m'avait offertes pour nos 30 ans de mariage, en velours bleu nuit, maintenant élimées au talon. Et je me suis levée lentement, sentant mes articulations protester. Mon appartement du 16e arrondissement, avenue Mozart, baignait dans ce silence particulier des matins parisiens, ce moment suspendu où la ville retient son souffle avant de plonger dans le chaos. J'ai marché jusqu'à la cuisine, mes pas résonnant sur le parquet en bois clair qu'Henri avait fait poser en 1997. Chaque latte me racontait une histoire. Celle où Mathieu, à 8 ans, avait renversé du jus d'orange et laissé une tache que nous n'avions jamais pu effacer complètement. Celle où Henri et moi avions dansé sur « La vie en rose », un soir de réveillon, pieds nus, ivres de vin et d'amour. J'ai préparé mon café dans la vieille cafetière italienne, celle qui siffle comme un train miniature. L'odeur du café fraîchement moulu a envahi la pièce, réconfortante, familière. Par la fenêtre de la cuisine, je voyais les toits de Paris s'étirer à l'infini. Les cheminées de zinc, les antennes, les pigeons qui se rassemblaient sur les gouttières. Le ciel était d'un gris uniforme, promettant une journée maussade. J'ai pensé à Mathieu, comme tous les matins. Mon fils unique, mon trésor, mon erreur peut-être. Était-ce ma faute s'il était devenu cet homme qui ne me regardait plus dans les yeux ? Cette pensée m'a traversée comme une lame froide et j'ai secoué la tête pour la chasser. Non, pas maintenant, pas avant le café. Je me suis installée à la petite table ronde près de la fenêtre, celle où Henri lisait le Figaro tous les matins, en grommelant contre la politique. Sa chaise était vide depuis 6 ans maintenant, mais je continuais à mettre 2 tasses, 2 assiettes, comme si son fantôme pouvait encore me tenir compagnie. Parfois, je lui parlais à voix haute. « Tu avais raison, Henri », je murmurais en regardant sa photo encadrée sur le buffet. Son visage sérieux, ses lunettes rondes, son sourire discret. Tu disais toujours qu'il fallait apprendre à dire non. Mais moi, je n'ai jamais su. Mon téléphone a vibré sur la table. Un message. Mon cœur a bondi. Peut-être Mathieu ? Avant de retomber lourdement quand j'ai vu le nom sur l'écran. Chloé. Geneviève, je passe te prendre à 14h. On va faire les boutiques rue Saint-Honoré. Sois prête. Bisous. Pas de belle maman. Pas de « s'il te plaît ». Pas de « ça te convient ». Juste un ordre, comme on en donne à une employée. J'ai serré les dents, sentant la colère monter, puis l'écœurement, puis cette résignation familière qui m'avait accompagnée ces 4 dernières années. J'ai tapé une réponse brève. D'accord. Et j'ai détesté chaque lettre de ce mot. Chloé. Chloé Lavigne. Désormais, Chloé Moreau, bien qu'elle n'utilisait ce nom que sur les documents officiels. 28 ans, des cheveux blonds, oxygénés, des ongles toujours parfaits, des lèvres gonflées au botox et un sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. La femme que mon fils avait épousée en juin 2021, lors d'une cérémonie somptueuse au château de Vaux-le-Vicomte, que j'avais financée intégralement. 30 000 € pour 300 invités, un orchestre de jazz, un feu d'artifice, des dragées la durée et une robe Elie Saab que Chloé avait portée exactement 4 heures avant de la troquer contre une tenue plus confortable. Je me souviens de ce jour comme d'un cauchemar éveillé. J'étais assise au premier rang de l'église Saint-Sulpice, seule. Ma sœur Eliane était malade, mes amis d'hôpital n'avaient pas été invités, et la famille d'Henri était éparpillée aux 4 coins de la France. Côté marié, une vieille femme en tailleur bleu marine. Côté marié, une armée de cousins, d'amis, de collègues, tous plus bruyants les uns que les autres. Pendant la cérémonie, Chloé n'a pas versé une larme. Mathieu, lui, pleurait. Je l'ai vu essuyer ses yeux discrètement, et j'ai voulu croire que c'était d'émotion. Maintenant, je me demande si ce n'était pas déjà du regret. Le prêtre avait prononcé les mots habituels, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté. J'avais prié en silence pour que ses vœux soient sincères. Mais Dieu ne m'avait pas répondu ce jour-là.
Ou peut-être que si, et que je n'avais pas su écouter. Après la cérémonie, Chloé m'avait lancé un « Merci Geneviève », sec, sans chaleur, avant de se jeter dans les bras de sa mère, Sylviane Lavigne, une femme aussi froide qu'un matin de janvier, avec des bijoux clinquants et un rire strident. Sylviane m'avait à peine adressé la parole. Pour elle, j'étais juste le porte-monnaie de service. J'ai terminé mon café en regardant la rue s'animer lentement. Les commerçants ouvraient leurs boutiques. Les voitures commençaient à klaxonner. Les premiers passants traversaient en serrant leurs manteaux contre le vent. Une femme poussait un landau. Une autre promenait un teckel. Un vieil homme achetait sa baguette à la boulangerie du coin. La vie continuait, indifférente à mes tourments. À 9h, j'ai pris ma douche. L'eau chaude a glissé sur ma peau, emportant un peu de la fatigue. Mais pas l'anxiété. J'ai enfilé un pantalon noir, un pull en cachemire gris, un cadeau de Mathieu pour mon 60e anniversaire, à l'époque où il m'offrait encore des cadeaux choisis, avec soin, et mon manteau en laine beige. Je me suis regardée dans le miroir de l'entrée. Une femme de 63 ans, les cheveux gris coupés au carré, des rides autour des yeux et de la bouche, mais le regard encore vif. « Tu es fatiguée, Geneviève », ai-je murmuré à mon reflet. « Mais tu tiens encore debout. » À 10h, j'ai décidé de sortir prendre l'air avant l'épreuve de l'après-midi. J'ai marché jusqu'au square Lamartine, un petit jardin public à quelques rues de chez moi. Les feuilles mortes craquaient sous mes pieds. Un parfum de terre humide flottait dans l'air. Je me suis assise sur un banc face à une aire de jeu où des enfants couraient et criaient. Une petite fille aux couettes brunes a grimpé sur le toboggan, hésitant au sommet, puis s'est lancée en riant. Sa mère l'attendait d'en bas, bras ouverts, sourire éclatant. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Mathieu avait 4 ans quand Henri et moi l'avions emmené ici pour la première fois. Il avait peur du toboggan, mais Henri l'avait encouragé, patient, doux. « Allez, mon grand, je suis là, tu ne risques rien. » Et Mathieu avait fini par descendre, les yeux brillants de fierté. Ce soir-là, il avait dormi en serrant dans ses bras son petit ours en peluche, un sourire aux lèvres. Où était parti cet enfant? Comment était-il devenu cet homme de 35 ans qui me fuyait du regard, qui ne répondait à mes appels qu'1 jour sur 3, qui laissait sa femme me parler comme à une domestique? J'avais dû faire une erreur quelque part, mais laquelle? Trop aimé? Trop donné? Trop protégé? Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Mathieu. Mon cœur a fait un bond. « Salut maman, Chloé m'a dit qu'elle passait te voir cet après-midi. Merci de l'accompagner. Elle avait besoin de sortir un peu. Bisous. » Même pas un « Comment vas-tu ?» Même pas un « Ça te dérange ?» Juste une confirmation, une validation de ma fonction. Accompagner Chloé. Être utile. J'ai relu le message 3 fois, cherchant une once d'affection, une trace de chaleur filiale. Rien. J'ai tapé une réponse neutre. Pas de problème, mon chéri. Et j'ai ajouté un cœur, même si le mien se serrait dans ma poitrine, comme un poing fermé. Je suis rentrée chez moi vers midi. J'ai préparé un déjeuner léger. Une salade, un morceau de fromage, une pomme. Je n'avais pas faim, mais il fallait manger. Henri me disait toujours « Le corps, c'est comme une machine, Geneviève. Si tu ne la nourris pas, elle tombe en panne. » Alors je mangeais, mécaniquement, en regardant les informations à la télévision. Des manifestations, des grèves, des scandales politiques. Le monde tournait, indifférent. À 13h30, j'ai commencé à me préparer. J'ai mis un peu de rouge à lèvres, du mascara. Pas pour Chloé, pour moi, pour garder un semblant de dignité. J'ai glissé mon portefeuille dans mon sac à main, vérifié que les cartes de crédit étaient bien là. Celle au nom de Chloé, celle au nom de Mathieu, et Chloé, celle de secours que j'avais ouverte, juste au cas où, des milliers d'euros de plafond. Une générosité stupide que je payais chaque mois, sans broncher. À 14h pile, la sonnette a retenti. 3 coups secs, impatient. J'ai pris une grande inspiration, attrapé mon manteau, et j'ai ouvert la porte. Chloé se tenait sur le palier, vêtue d'un manteau en fausse fourrure rose, poudré, des lunettes de soleil Chanel sur le nez malgré le ciel gris, un sac Vuitton au bras.
Elle mâchait un chewing-gum bruyamment, et son parfum, un mélange écœurant de vanille et de musc, a envahi mon entrée comme un nuage toxique. « T'es prête enfin ? J'ai la voiture en bas. Elle est en double fil !» a-t-elle lâché sans même un bonjour. « Oui, je suis prête !» ai-je répondu d'une voix neutre. Elle a tourné les talons sans attendre, ses escarpins claquant sur le carrelage du couloir. Je l'ai suivie en silence, refermant la porte derrière moi avec un sentiment étrange, comme si je quittais un refuge pour entrer en territoire ennemi. Dans la cage d'escalier, nous avons croisé Madame Bertrand, ma voisine du 4e, une femme d'une 60aine d'années, au visage bienveillant. Elle m'a souri chaleureusement. « Bonjour Geneviève, vous allez bien ?»« Très bien, merci Madame Bertrand. Et vous ? Oh, mon arthrose me fait souffrir avec ce temps. Mais on ne se plaint pas. Vous sortez ?» Avant que je puisse répondre, Chloé a soupiré bruyamment, exaspérée. Madame Bertrand a froncé les sourcils, mais n'a rien dit. Je lui ai adressé un regard d'excuse et j'ai murmuré « Nous allons faire quelques courses. Bonne journée. »« Bonne journée, ma chère. » Une fois dans la rue, Chloé a éclaté d'un rire méprisant. Elle est relou, celle-là. Toujours à fourrer son nez partout. J'ai serré les mâchoires. Madame Bertrand était une femme adorable qui m'avait apporté des soupes maison quand Henri était tombé malade, qui avait gardé mon courrier pendant mes vacances, qui m'offrait des roses de son jardin chaque printemps. Mais je n'ai rien dit. Comme d'habitude, la voiture de Chloé était une Mini Cooper blanche, achetée avec un prêt que je lui avais fait il y a 2 ans et qu'elle n'avait jamais remboursé. Elle a démarré en trombe, manquant de peu un cycliste qui a crié des insultes. Chloé s'en fichait. Elle a mis la musique à fond, une chanson pop américaine assourdissante, et s'est mise à chanter faux en tapant sur le volant. Pendant le trajet vers le 8e arrondissement, j'ai regardé Paris défiler par la vitre. Les façades haussmanniennes, les cafés aux terrasses vides, les platanes alignés, les enseignes lumineuses. Une ville magnifique et indifférente. Nous avons traversé le pont Alexandre III, avec ses dorures et ses sculptures, puis longé les Champs-Élysées, où les touristes se pressaient malgré le froid. « Tu sais, Geneviève, j'ai vu un sac Hermès absolument sublime l'autre jour », a lancé Chloé, en coupant la musique d'un coup. « Un Birkin noir avec des détails en or. 6 000 €. C'est une affaire, franchement. Et puis, c'est un investissement. Ces sacs prennent de la valeur avec le temps. 6 000 €. Le montant de ma retraite mensuelle. » J'ai senti ma mâchoire se crisper. « C'est cher, Chloé, » ai-je répondu doucement. Elle a ri d'un rire aigu et moqueur. « Oh là là, t'es pas drôle, toi. Tu as de l'argent, non ? Henri t'a laissé plein de trucs. Et puis, c'est pas comme si tu dépensais pour toi. Tu portes toujours les mêmes fringues. » C'était vrai. Je ne dépensais presque rien pour moi. Pas par avarice, mais par habitude. 40 ans à soigner des enfants malades vous apprennent la sobriété, l'humilité. Mais ce que Chloé ne comprenait pas, c'est que l'argent qu'Henri m'avait laissé, c'était le fruit de 40 années de travail, d'économie, de sacrifice. Ce n'était pas un puits sans fond à la disposition de ses caprices. « Je vais y réfléchir », ai-je dit, sachant déjà que je finirais probablement par céder. Elle a souri, satisfaite, et a remis la musique à fond. Nous sommes arrivés rue Saint-Honoré vers 15 h. Chloé a garé la voiture sur une place interdite. On en a pour 10 minutes et m'a entraînée dans une première boutique de luxe. Le magasin sentait le cuir neuf et le parfum hors de prix. Une vendeuse élégante, maquillage impeccable et tailleur noir, s'est approchée avec un sourire professionnel. « Bonjour, mesdames. Je peux vous aider ? » « Oui, je cherche un sac », a lancé Chloé, en notant ses lunettes de soleil d'un geste théâtral. « Quelque chose de chic, mais pas trop classique non plus. » La vendeuse a hoché la tête et l'a guidée vers un présentoir. Chloé s'est mise à toucher les sacs, à les soupaiser, à les admirer sous toutes les coutures. Elle en a pris un rouge vif, un autre beige, un 3e noir avec des clous dorés. Elle me les montrait, quêtant mon approbation avec une fausse déférence. « Alors, Geneviève, lequel tu préfères ?» Je n'en préférais aucun. Ils étaient tous aussi inutiles les uns que les autres. Mais j'ai dit, d'une voix polie, «
Le noir est élégant. Ouais, mais j'ai déjà du noir. Non, je vais prendre le rouge. Il est audacieux. 950 €. Elle l'a posé sur le comptoir sans même demander le prix, puis a continué à fouiller dans les étagères. Des foulards, des portefeuilles, des porte-clés. Elle accumulait, insatiable, comme si chaque objet pouvait combler un vide en elle. Mais je connaissais ce vide. Je le voyais dans ses yeux quand elle croyait que personne ne la regardait. Un gouffre d'insatisfaction, une soif que rien ne pourrait jamais s'étancher. Nous sommes passés dans 3 autres boutiques. À chaque fois, le même rituel. Chloé prenait, essayait, achetait. Moi, je suivais en silence, portant parfois les sacs, hochant la tête quand elle me demandait mon avis. Je me sentais comme une ombre, une présence inutile, et pourtant indispensable. Une fois, la vendeuse m'a demandé « Et pour vous, madame ?» J'ai secoué la tête. « Non, merci, je regarde juste. » Chloé a ricané. Geneviève, elle aime pas dépenser pour elle. Elle préfère garder son argent bien au chaud. La vendeuse a souri poliment, mais j'ai vu une lueur de pitié dans son regard. J'ai détourné les yeux, honteuse, sans savoir pourquoi. À 17 h, nous sommes entrés dans une dernière boutique, celle qui allait changer ma vie. C'était une maison de maroquinerie haut de gamme, tout en bois sombre et lumière tamisée. Chloé a foncé vers un présentoir de sacs à main, ses yeux brillants de convoitise. Elle en a attrapé 3, 4, 5. Des modèles luxueux, aux prix extravagants. « Je les prends tous », a-t-elle déclaré en les posant sur le comptoir. La vendeuse, une jeune femme brune au regard professionnel, a commencé à scanner les articles. « Cela fera 4 250 €, madame. 4 250 €. Mon cœur s'est serré. C'était trop cette fois. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, Chloé avait déjà sorti la carte de crédit que je lui avais donnée, celle au plafond de 5 000 € mensuels, et l'avait tendue à la vendeuse. La jeune femme a passé la carte dans le terminal. Un bip, puis un autre. Elle a froncé les sourcils. « Je suis désolée, madame, mais la transaction est refusée. » Chloé a ri nerveusement. « Ah bon? Essayez encore. » Nouveau passage, nouveau refus. « C'est bizarre, » a murmuré la vendeuse. « Vous avez une autre carte ?» Chloé a fouillé dans son sac et a sorti une seconde carte, celle que je lui avais confiée en cas d'urgence. Même résultat. Le visage de Chloé s'est empourpré. Elle s'est tournée vers moi, les yeux flamboyants. J'ai senti les regards des autres clientes se poser sur nous. Le silence s'est installé, lourd, étouffant. Et puis, elle a explosé. « Pourquoi cette merde de carte ne passe pas, vieille ?» Sa voix a claqué comme un coup de fouet. Les autres clientes se sont figées. La vendeuse a écarquillé les yeux, choquée. Moi, je suis restée immobile, sentant la honte me brûler la peau. Mais aussi, et c'était nouveau, une colère froide, implacable, qui montait du plus profond de moi. J'ai respiré profondément, 1 fois, 2 fois. Puis j'ai planté mon regard dans le sien, et d'une voix calme, glaciale, j'ai dit « Parce que ton crédit avec moi est terminé. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Chloé me fixait, incrédule, la bouche entr'ouverte. Les vendeuses échangeaient des regards gênés. Une cliente âgée, près du fond du magasin, a esquissé un sourire discret. « Quoi ?» a finalement lâché Chloé, la voix tremblante. « Tu te fous de ma gueule ?» ?»« Non », ai-je répondu avec un calme qui me surprenait moi-même. « Je ne me fous pas de ta gueule, j'ai annulé les cartes. » Son visage est passé du rouge au blanc. « Tu n'avais pas le droit. » »« Si, ces cartes étaient à mon nom. L'argent était le mien. Et j'ai décidé que ça suffisait. » Elle a reculé d'un pas, comme si je l'avais giflée. Puis, dans un geste théâtral, elle a jeté les sacs sur le comptoir, attrapé son manteau et m'a lancé un regard venimeux. « Tu vas le regretter, salope !» Et elle est sortie, claquant la porte derrière elle avec une violence qui a fait trembler les vitres. Je suis restée là, immobile, le cœur battant à tout rompre. La vendeuse me regardait avec un mélange de compassion et de curiosité. J'ai murmuré « Je suis désolée pour le dérangement. » Elle a secoué la tête doucement. « Ne vous excusez pas, madame.
vous n'avez rien fait de mal. » J'ai hoché la tête, ramassé mon sac, et je suis sortie à mon tour. Dehors, Chloé avait disparu. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche, mes jambes tremblant légèrement. Le ciel commençait à s'assombrir. Les réverbères s'allumaient un à un. Paris se préparait pour la nuit. Dans le bus qui me ramenait chez moi, j'ai regardé mon reflet dans la vitre. Une femme de 63 ans, fatiguée, mais debout. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas sentie honteuse. Je me suis sentie libre. Ce que Chloé ne savait pas, ce que personne ne savait encore, c'est que 3 jours plus tôt, j'avais franchi la porte du cabinet de maître Édouard Dufresne, l'avocat de la famille depuis 20 ans. Et là, dans son bureau élégant du boulevard Haussmann, j'avais pris la décision la plus difficile de ma vie. J'avais dit « Je veux reprendre le contrôle ». Et maître Dufresne, avec son professionnalisme habituel et sa voix rassurante, m'avait répondu « Alors nous allons le faire, Geneviève. » Ensemble. Ce jour-là, en rentrant chez moi dans la nuit parisienne, j'ai compris que la guerre venait de commencer. Mais cette fois, je ne serai plus la victime. Cette fois, je me battrai. Les 3 jours qui ont suivi la scène de la boutique ont été les plus silencieux de ma vie. Pas un appel de Mathieu, pas un message, rien. Mon téléphone restait muet sur la table de la cuisine, et chaque fois que je le regardais, une petite voix dans ma tête murmurait « Il va appeler, il doit appeler ». Mais les heures passaient, puis les jours, et le silence s'épaississait comme du brouillard. J'ai essayé de l'appeler le premier soir, 2 fois. La première, ça a sonné dans le vide. La seconde, il a décroché après la 7e sonnerie. Et j'ai entendu des voix en arrière-plan, celle de Chloé surtout, stridente et agressive. « Mathieu, c'est qui? C'est elle? Raccroche !»« Maman, c'est pas le moment !» a-t-il lâché d'une voix tendue. « On parlera plus tard. » Et il a raccroché. Pas de « je t'aime », pas de « je te rappelle ». Juste un clic sec qui a résonné dans mon oreille comme une porte qui se ferme. Je me suis assise à la table de la cuisine, le téléphone encore à la main, et j'ai pleuré. Pas beaucoup, juste assez pour sentir le poids de la solitude m'écraser la poitrine. Henri me manquait tellement à ce moment-là. Henri qui savait toujours quoi dire, qui posait sa main sur mon épaule et murmurait « Ça va aller, ma chérie, on trouvera une solution ». Mais Henri était parti, et moi, je devais affronter cette tempête seule. Le lendemain matin, j'ai reçu un email de maître Dufresne. Objet, confirmation des actions effectuées. J'ai ouvert le message avec des mains tremblantes. Chère Geneviève, comme convenu, toutes les cartes bancaires associées à Madame Chloé Moreau, née Lavigne, ont été annulées le 15 novembre à 14h. Les comptes joints ont été fermés. Les procurations bancaires ont été révoquées. Les serrures de l'appartement, situé 12 rue de Passy, ont été changées le 16 novembre à 9h01 par notre serrurier mandaté. Les nouvelles clés vous seront remises en main propre lors de notre prochain rendez-vous. Je reste à votre disposition pour toute question. Cordialement, Maître Édouard Dufresne. J'ai relu le message 3 fois. Chaque mot était un clou planté dans un cercueil que je refermais sur une partie de ma vie. L'appartement de la rue de Passy, c'était celui que j'avais acheté pour Mathieu et Chloé il y a 2 ans, pensant leur offrir un coup de pouce. 250 000 €. Un appartement de 70 mètres carrés, avec vue sur la Seine. Un cadeau empoisonné. Je le comprenais maintenant. Parce qu'en donnant sans limite, j'avais appris à Mathieu qu'il pouvait tout prendre, sans jamais rien rendre. Mais reprendre l'appartement, changer les serrures, c'était une déclaration de guerre. Et je le savais. Le 3e jour, un vendredi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité avant de décrocher, puis j'ai répondu d'une voix prudente. « Allô? Geneviève Moreau ?» Une voix féminine, glaciale, que j'ai reconnue immédiatement. Sylviane Lavigne, la mère de Chloé. Mon estomac s'est noué. « Oui, c'est moi. Vous devriez avoir honte. » Sa voix tremblait de rage contenue. « Ma fille pleure depuis 3 jours à cause de vous. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? L'humilier en public comme ça? Vous êtes une femme cruelle et égoïste. » J'ai fermé les yeux, respirant profondément pour garder mon calme. « Sylviane, Non, vous allez m'écouter. Chloé aime
Mathieu. Elle l'aime vraiment. Mais vous ne supportez pas de voir votre fils heureux, avec quelqu'un d'autre. Alors vous sabotez leur couple. Vous êtes jalouse, pathétique, et... Stop. Le mot est sorti de ma bouche avec une fermeté qui m'a surprise moi-même. Je ne suis pas jalouse, je suis fatiguée. Fatiguée d'être traitée comme un distributeur automatique. Fatiguée de payer pour des caprices sans jamais recevoir un merci. Fatiguée d'être invisible. Il y a eu un silence. Puis Sylviane a ricané. Invisible ? Vous voulez de l'attention, c'est ça ? Eh bien, félicitations. Vous en aurez. Parce que Mathieu est furieux contre vous. Et quand il apprendra que vous avez repris l'appartement, que vous les avez mis à la rue, il ne vous pardonnera jamais. Je ne les ai pas mis à la rue, ai-je répliqué, ma voix tremblant légèrement. L'appartement m'appartient. Je l'ai payé. Ils peuvent vivre ailleurs. Vous êtes folle, complètement folle. Et elle a raccroché. Je suis restée assise dans mon salon, le téléphone à la main, le cœur battant à tout rompre. Les mots de Sylviane résonnèrent dans ma tête comme des coups de marteau. Il ne vous pardonnera jamais. Avait-elle raison ? Étais-je en train de perdre mon fils définitivement ? J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, la pluie commençait à tomber, fine et froide, brouillant les contours de la ville. J'ai pensé à Henri. Qu'aurait-il fait à ma place ? Aurait-il eu le courage de dire non ? Ou aurait-il continué à donner, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien ? Aide-moi, Henri, ai-je murmuré à voix haute. Dis-moi que je fais la bonne chose. Mais la seule réponse a été le bruit de la pluie contre les vitres. Le samedi soir, à 22h, quelqu'un a sonné à ma porte. 3 coups violents, insistants. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. J'ai regardé par l'œilleton et j'ai vu Mathieu, mon fils, le visage fermé, les mâchoires serrées, les poings dans les poches de son manteau. J'ai ouvert la porte et avant même que je puisse dire un mot, il est entré comme une tornade, claquant la porte derrière lui. « Tu peux m'expliquer ce que tu fous, maman ?» Sa voix était dure, coupante. Je ne l'avais jamais entendu me parler sur ce ton. Jamais. « Mathieu, calme-toi. Assieds-toi, on va... » « Non, je ne vais pas m'asseoir. » Il a fait quelques pas dans le salon, puis s'est retourné brusquement vers moi. « Tu as annulé les cartes de Chloé. Tu as fermé les comptes. Tu as changé les serrures de notre appartement. Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Notre appartement ? Ai-je répété doucement. Mathieu, cet appartement, c'est moi qui l'ai acheté. C'est mon argent, mon nom sur les papiers. Tu nous l'avais donné. Il criait maintenant, les veines de son cou saillantes. Tu as dit que c'était un cadeau. J'ai dit que je vous le prêtais. Nuance. Il a ri, d'un rire amer, sans joie. Ah ouais ? Tu joues sur les mots maintenant ? C'est ça ta défense ? Je me suis avancée vers lui, essayant de garder mon calme, malgré la boule qui grossissait dans ma gorge. Mathieu, écoute-moi. Je sais que tu es en colère, mais... En colère ? Maman, je suis au-delà de la colère. Il s'est passé une main dans les cheveux, un geste nerveux qu'il avait depuis l'enfance. Chloé pleure depuis des jours. Elle ne dort plus. Elle ne mange plus. Elle pense que tu la détestes. Je ne la déteste pas, ai-je dit doucement. Mais je ne peux plus continuer comme ça. Elle me traite comme une domestique. Elle dépense sans compter. Et toi ? Ma voix s'est brisée. Toi, tu la laisses se faire. Il m'a regardé, les yeux s'écarquillaient, comme si je venais de le gifler. Quoi ? Tu m'accuses maintenant ? Je ne t'accuse pas, je constate. J'ai pris une inspiration tremblante. Quand est-ce que tu m'as appelé ces 6 derniers mois, juste pour prendre de mes nouvelles, sans me demander un service, un prêt, une faveur ? Quand, Mathieu ? Il a ouvert la bouche, puis il a refermé. Son regard a fui le mien. C'est bien ce que je pensais, ai-je murmuré. Le silence s'est installé entre nous, lourd, insupportable. Puis Mathieu a secoué la tête, comme pour chasser une pensée désagréable. Tu sais quoi ? Chloé avait raison. Tu es jalouse. Tu ne supportes pas qu'elle soit dans ma vie. Tu veux me garder pour toi toute seule, comme quand j'étais gamin. Ces mots m'ont frappé comme des pierres. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il s'est approché de moi, le visage rouge. Tu n'as jamais aimé aucune de mes copines. Jamais.
Tu trouvais toujours quelque chose qui n'allait pas. Trop ci, pas assez ça. Tu es possessive, maman, et c'est malsain. » Les larmes me sont montées aux yeux. « Mathieu, s'il te plaît. »« Non. » Il a reculé comme si ma proximité le brûlait. « Je ne vais pas t'écouter. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec les conséquences. » Il s'est dirigé vers la porte, l'a ouverte violemment. Avant de sortir, il s'est retourné une dernière fois et son regard était si froid que j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poignard. « On ne reviendra pas, maman. Ni pour Noël, ni pour ton anniversaire, ni pour quoi que ce soit. Tu voulais être seule ? Eh bien, tu vas l'être. » Et il est parti, claquant la porte derrière lui. Je me suis effondrée sur le canapé, les sanglots me secouant le corps. Mon fils, mon seul enfant, l'homme que j'avais porté, nourri, élevé, aimé de toutes mes forces. Il venait de me rejeter comme on jette un vêtement usé. Et pourquoi ? Pour une femme qui ne l'aimait pas, pour une illusion. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Puis je me suis traînée jusqu'à ma chambre et je me suis allongée sur le lit, tout habillée. La nuit était tombée depuis longtemps et Paris scintillait derrière ma fenêtre, indifférente à ma douleur. « Henri !» ai-je chuchoté dans le noir. J'ai tout gâché. Les semaines suivantes ont été un cauchemar éveillé. Mathieu ne répondait plus à mes messages. Mes appels tombaient directement sur la messagerie. J'ai essayé de lui envoyer des lettres par la poste, mais elles me sont revenues avec la mention « destinataire inconnu » à cette adresse. Ils avaient déménagé, sans me dire où. J'ai perdu l'appétit. La nuit, je dormais mal, réveillée par des cauchemars où Mathieu enfant me tendait les bras en pleurant, et je ne pouvais pas l'atteindre. Le jour, je marchais comme une automate, accomplissant les gestes du quotidien sans vraiment les vivre. Madame Bertrand s'est inquiétée. Un matin, elle a sonné chez moi avec un Tupperware de soupe. « Geneviève, vous ne sortez plus. Vous ne mangez plus. Ça ne peut pas continuer comme ça. » Je l'ai invitée à entrer. Nous nous sommes assises dans la cuisine. Et pour la première fois depuis des années, j'ai parlé. Vraiment parlé. Je lui ai raconté tout. Chloé, les cartes de crédit, la scène dans la boutique, la dispute avec Mathieu. Elle m'a écoutée en silence, hochant la tête de temps en temps, ses yeux bienveillants posés sur moi. Quand j'ai eu fini, elle a pris ma main dans la sienne. « Geneviève, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez posé des limites. C'est difficile, c'est douloureux, mais c'était nécessaire. Mais j'ai perdu mon fils, » ai-je murmuré, la voix brisée. « Non, vous l'avez juste laissé grandir. Et parfois, pour grandir, il faut tomber. » Elle a serré ma main plus fort. « Il reviendra. Peut-être pas demain, peut-être pas dans un mois. Mais il reviendra, parce que vous êtes sa mère. Et ça, rien ni personne ne peut le changer. » Ces mots m'ont réconfortée, un peu. Mais la nuit suivante, seule dans mon lit, le doute revenait comme une marée noire. Début décembre, j'ai reçu un appel inattendu. Maître Dufresne. « Geneviève, j'ai quelque chose d'important à vous montrer. Pouvez-vous passer au cabinet demain ?» Le lendemain, je me suis rendue boulevard Haussmann. Le cabinet de Maître Dufresne était tel que dans mon souvenir. Lambris en bois sombre, bibliothèque imposante remplie de codes juridiques, une odeur de cire et de vieux papiers. Il m'a accueillie avec sa courtoisie habituelle et m'a fait asseoir dans son bureau. « Geneviève, ce que je vais vous montrer n'est pas facile, mais vous devez le savoir. » Il a posé une enveloppe Kraft sur le bureau. Un détective privé que j'ai mandaté a rassemblé ces informations. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Un détective ? Pourquoi ? » « Parce que vous m'avez demandé de protéger vos intérêts. Et pour ça, j'avais besoin de savoir à qui nous avions affaire. » Il a ouvert l'enveloppe et en a sorti une série de photos. La première montrait Chloé à la terrasse d'un café, riant aux éclats avec un homme brun, élégant, la quarantaine. Leurs mains étaient enlacées sur la table. « Qui est-ce » ai-je demandé, la voix étranglée. « Julien Marchand, promoteur immobilier à Neuilly. Marié, 2 enfants. » Maître Dufresne a posé une autre photo. Il se voit là depuis au moins 8 mois. 8 mois, avant même que je coupe les cartes. Pendant que Mathieu travaillait, pendant qu'il croyait construire une vie avec elle, Chloé le trompait.
Les photos suivantes étaient encore plus accablantes. Chloé et Julien entrant dans un hôtel. Chloé embrassant Julien dans une voiture. Des messages imprimés, extraits de son téléphone portable, où elle écrivait « Encore 2 mois, et je me tire. J'en ai marre de jouer la femme au foyer. Mathieu me fatigue. » J'ai senti la nausée me monter à la gorge. Mon Dieu. Il y a plus. Maître Dufresne a sorti un document bancaire. Chloé a ouvert un compte à son nom seul, alimenté par des virements que vous lui faisiez. 53 000 € en 2 ans. Elle mettait cet argent de côté, probablement pour partir avec Marchand. J'ai regardé les chiffres, incrédule. 53 000 €. De l'argent qu'Henri et moi avions économisé, sou par sou. De l'argent qu'elle volait sous mes yeux, en me souriant. « Il faut que Mathieu sache », ai-je dit, la voix tremblante. Maître Dufresne a hoché la tête. « Oui, mais il faut le faire au bon moment et de la bonne manière. Sinon, il pensera que vous mentez. » « Quand ? » ?»« Bientôt. Très bientôt. » L'occasion est arrivée plus vite que prévu. 1 semaine avant Noël, j'ai reçu un appel de Sylviane Lavigne. Sa voix, d'habitude si arrogante, était tendue. « Geneviève, il faut qu'on parle. En personne. » « De quoi ? » ?»« De nos enfants. S'il vous plaît, c'est important. » Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café du 7e arrondissement. Sylviane est arrivée en retard, le visage crispé, les traits tirés. Elle s'est assise en face de moi sans enlever son manteau. « Je n'irai pas par 4 chemins, » a-t-elle commencé. « Chloé organise un dîner de famille chez moi samedi prochain, à Fontainebleau. Elle veut vous inviter. » J'ai cligné des yeux, surprise. « Pourquoi ?» Sylviane a soupiré. « Parce que Mathieu est malheureux. Il ne dit rien, mais je le vois. Et Chloé pense que si vous vous réconciliez, tout ira mieux. Elle a détourné le regard. Je ne sais pas si elle est sincère, mais j'aimerais que vous veniez. Pour Mathieu. » J'ai hésité. Chaque fibre de mon être me criait de refuser. Mais la perspective de revoir mon fils, de lui parler, de peut-être réparer ce qui était brisé, c'était trop tentant. « D'accord, je viendrai. » Sylviane a hoché la tête, puis s'est levée sans rien ajouter. Elle est partie, me laissant seule avec mon café et mes doutes. Le soir même, j'ai appelé Maître Dufresne et je lui ai raconté. Sa réponse a été immédiate. « C'est le moment. Apportez les preuves. » Le samedi soir, je me suis rendue à Fontainebleau en train. La maison de Sylviane était une grande bâtisse bourgeoise, entourée d'un jardin, décoré pour Noël, avec des guirlandes et des lumières. En sonnant à la porte, j'avais dans mon sac une enveloppe contenant toutes les preuves. Photos, messages, relevés bancaires. Chloé m'a ouvert. Elle portait une robe rouge moulante, les cheveux parfaitement coiffés, un sourire éclatant plaqué sur le visage. « Geneviève, entrez, entrez !» Son ton était faussement chaleureux. Je suis entrée, le cœur battant. Dans le salon, Mathieu était assis sur le canapé, un verre de vin à la main. Quand il m'a vue, son visage s'est fermé. Il a détourné le regard. « Bonsoir, Mathieu », ai-je dit doucement. Il a hoché la tête sans répondre. Sylviane est apparue depuis la cuisine. « Geneviève, asseyez-vous. Le dîner sera prêt dans 10 minutes. » Je me suis assise dans un fauteuil, le plus loin possible de Chloé. L'atmosphère était glaciale. Personne ne parlait vraiment. Chloé faisait semblant de s'affairer, servant des amuse-bouches, remplissant les verres. Mathieu fixait son téléphone. Puis, au moment de passer à table, Chloé a levé son verre. « Je voudrais porter un toast à la famille, parce qu'on a eu des moments difficiles, mais l'important, c'est de se pardonner et d'aller de l'avant. » Elle m'a regardé droit dans les yeux. Son sourire était carnassier. J'ai respiré profondément. C'était maintenant ou jamais. « Chloé, avant de porter ce toast, j'aimerais te poser une question. » Elle a froncé les sourcils. « Laquelle ? Qui est Julien Marchand ?» Le silence est tombé comme une guillotine. Le visage de Chloé est devenu livide. Mathieu a levé la tête brusquement. « Quoi ?» J'ai sorti l'enveloppe de mon sac et l'ai posée sur la table. « Julien Marchand, promoteur immobilier, ton amant depuis 8 mois. C'est n'importe quoi !» a bégayé Chloé, les yeux écarquillés. « Vraiment ?
J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai étalé les photos devant elle. Alors, explique-moi ces photos. Explique-moi ces messages où tu écris que tu en as marre de Mathieu. Explique-moi les 53 000 € que tu as détournés. Mathieu s'est levé d'un bond, attrapant les photos. Son visage est passé par toutes les couleurs. Blanc, rouge, gris. Il regardait les images, les messages, ses mains tremblant de plus en plus. « Mathieu, elle ment !» a crié Chloé, la voix paniquée. « Elle a tout inventé pour nous séparer !» Mais Mathieu ne l'écoutait plus. Il fixait une photo où Chloé embrassait Julien, leur corps enlacés. Puis il a levé les yeux vers elle et j'ai vu quelque chose se briser dans son regard. « Depuis combien de temps ?» a-t-il demandé d'une voix blanche. « Mathieu, Depuis combien de temps ?» Son cri a fait trembler les verres sur la table. Chloé a reculé, les larmes coulant sur ses joues. Mais elle ne semblait pas sincère. Elle ressemblait à de la panique. « C'était une erreur, je te jure. Tu mens. » Mathieu a jeté les photos sur la table, puis m'a regardé. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Maman, tu savais ? Depuis 1 semaine, j'allais te le dire. » Il a vacillé légèrement, comme si ses jambes ne le portaient plus. Sylviane s'est levée, choquée. « Chloé, c'est vrai ?» Chloé a éclaté en sanglots, mais elle ne répondait pas. Et ce silence était l'aveu le plus terrible. Mathieu s'est dirigé vers la porte d'entrée, attrapant son manteau au passage. Je me suis levée. « Mathieu, attends !»« Non, maman. » Sa voix était brisée. « J'ai besoin d'être seule. » Et il est sorti dans la nuit glaciale de décembre. Je l'ai suivi dehors, le rattrapant sur l'allée de gravier. « Mathieu, s'il te plaît !» Il s'est arrêté, dos à moi. Ses épaules tremblaient. « Je suis désolée, » ai-je murmuré. « Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Mais je ne voulais pas que tu penses que j'inventais, que j'essayais de vous séparer. » Il s'est retourné lentement. Son visage était ravagé par les larmes. « Tu avais raison, maman. Depuis le début. Et moi, je t'ai traité comme une merde. Je t'ai dit des choses horribles. Sa voix s'est brisée. Il est tombé à genoux sur le gravier, sanglotant comme un enfant. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai pu le prendre dans mes bras. « Pardon, maman. Pardon pour tout. » Je l'ai serré contre moi, caressant ses cheveux, mes propres larmes coulant silencieusement. « Je te pardonne, mon chéri. Je te pardonne !» Derrière nous, dans la maison illuminée, les cris de Chloé et de Sylviane résonnaient. Mais je m'en fichais, parce que mon fils était revenu. Et c'était tout ce qui comptait. Les jours qui ont suivi la révélation à Fontainebleau ont été étranges, comme si le temps s'était arrêté avant de reprendre son cours dans une direction différente. Mathieu est resté chez moi cette nuit-là. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Il s'est effondré sur le canapé du salon, épuisé par les pleurs, et je lui ai apporté une couverture, comme quand il était petit et qu'il s'endormait devant la télévision. J'ai posé la couverture sur lui doucement, et il a murmuré « Merci, maman ». Ces 2 mots simples m'ont brisé le cœur et l'ont réparé en même temps. Je me suis retirée dans ma chambre, mais je n'ai pas dormi. J'ai regardé le plafond pendant des heures, écoutant les bruits de la ville à travers la fenêtre entr'ouverte. Des sirènes au loin, le ronflement d'un bus de nuit, le claquement de talons sur le trottoir. Paris continuait à vivre, indifférent à nos drames intimes. Et moi, j'essayais de comprendre ce que je ressentais. Du soulagement, de la tristesse, de la culpabilité. Un mélange de tout ça, probablement. Le lendemain matin, je me suis réveillée à l'aube. J'ai trouvé Mathieu dans la cuisine, assis à la table, une tasse de café entre les mains. Il avait les yeux rouges, gonflés, le visage marqué par une nuit sans sommeil. Quand je suis entrée, il a levé les yeux vers moi et j'ai vu dans son regard quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De la vulnérabilité. « Bonjour », ai-je dit doucement. « Bonjour ». Je me suis préparé un café en silence, puis je me suis assise en face de lui. Nous sommes restés ainsi quelques minutes, sans parler, juste à écouter le bruit de la cafetière qui crachait ses dernières gouttes. « Je ne sais pas quoi faire, maman », a-t-il fini par dire, la voix basse. « Tu n'es pas obligée de savoir tout de suite. » Il a secoué la tête. « J'ai été tellement con, tellement aveugle.
Elle me mentait en face, et moi je souriais comme un idiot. Tu n'es pas un idiot. Tu aimais. C'est différent. Non. Il a serré sa tasse si fort que ses jointures sont devenues blanches. J'aurais dû t'écouter. Tu essayais de me protéger, et moi je t'ai rejeté. Je t'ai dit des choses horribles. Comment tu peux me pardonner ça? Je me suis penchée vers lui, posant ma main sur la sienne. Parce que tu es mon fils, et qu'un parent pardonne toujours. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question d'amour. Ses yeux se sont remplis de larmes à nouveau. Je ne le mérite pas. Si, tu le mérites. J'ai pressé sa main plus fort. Tu as fait des erreurs, j'en ai fait aussi. Mais on est là, maintenant, ensemble. Et c'est tout ce qui compte. Il a hoché la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Je me suis levée, j'ai contourné la table et je l'ai pris dans mes bras. Il a enfoui son visage contre mon épaule et j'ai senti ses sanglots le secouer tout entier. J'ai caressé ses cheveux, murmurant des mots doux, comme quand il avait 5 ans et qu'il faisait des cauchemars. « Ça va aller, mon chéri, ça va aller. » Mathieu est resté chez moi pendant 3 jours. Nous avons parlé. Beaucoup. Il m'a raconté comment Chloé l'avait manipulé dès le début, comment elle savait exactement quoi dire pour obtenir ce qu'elle voulait, comment elle jouait sur sa culpabilité et sa gentillesse. Il m'a raconté les mensonges, les excuses bidons, les promesses jamais tenues. Et surtout, il m'a raconté comment il avait fermé les yeux, encore et encore, parce qu'il avait tellement peur de l'échec, tellement peur de me décevoir encore une fois. Papa aurait été déçu de moi, hein? A-t-il demandé un soir, alors que nous regardions la nuit tomber sur Paris depuis la fenêtre du salon? Non, ai-je répondu fermement. Ton père t'aimait. Il aurait été triste de te voir souffrir, mais jamais déçu. Tu crois qu'il me voit, là-haut? J'ai hésité. Je n'avais jamais été une femme très religieuse, mais depuis la mort d'Henri, j'avais développé une forme de foi silencieuse, discrète. Pas la foi des grandes cérémonies et des prières ostentatoires, mais celle des petites choses. Une bougie allumée devant sa photo, une prière murmurée dans le silence de la nuit, la conviction que quelque part, d'une manière ou d'une autre, il veillait encore sur nous. Je crois qu'il te voit, et je crois qu'il est fier de toi. Pourquoi? Je n'ai rien fait de bien. Si, tu as eu le courage de regarder la vérité en face. Tu as eu le courage de revenir. Ce n'est pas rien. Il a souri tristement. Et nous sommes restés ainsi, côte à côte, regardant les lumières de la ville scintiller dans l'obscurité. Le 4e jour, Mathieu m'a annoncé qu'il devait y retourner. « Pas chez Chloé !» a-t-il précisé immédiatement. « Je vais aller chez un pote en attendant de trouver un appartement. Mais il faut que je règle tout ça. Le divorce, les papiers, l'appartement. L'appartement de la rue de Passy, c'est le tien, ai-je dit. Je te le donne, pour de vrai cette fois. » Il a ouvert la bouche pour protester, mais je l'ai interrompu. « Non, écoute-moi. Cet appartement, je l'avais acheté pour toi. Pas pour Chloé, pour toi. Et je veux que tu l'aies. Considère ça comme un nouveau départ. » « Maman, je ne peux pas accepter. Pas après tout ce que... » « Si, tu peux. Et tu vas le faire. Parce que c'est ce que je veux. » J'ai souri. « Et parce que tu sais que je suis têtue. » Il a ri. Un vrai rire, léger, presque joyeux. « Ouais, ça c'est vrai. » Les semaines suivantes ont été un tourbillon administratif et émotionnel. Mathieu a engagé une procédure de divorce. Chloé, de son côté, a essayé de se défendre, clamant que j'avais tout inventé, que les photos étaient truquées, que j'avais monté un complot contre elle. Mais face aux preuves accablantes, les messages, les relevés bancaires, les témoignages du détective privé, elle n'a pas pu tenir longtemps. En janvier 2025, elle a finalement accepté le divorce, à condition de recevoir une compensation financière. Mathieu a refusé. Pas un centime. Elle a déjà pris assez. Le juge lui a donné raison. Chloé est repartie avec rien, si ce n'est sa honte et sa colère. J'ai appris par maître Dufresne qu'elle était retournée vivre chez sa mère, Sylviane, qui était effondrée. Apparemment, Sylviane ne savait rien de l'affaire avec Julien Marchand. Elle s'était excusée auprès de moi par lettre. Une lettre courte et maladroite, mais sincère. Je ne lui ai pas répondu. Pas par méchanceté,
mais parce que je ne savais pas quoi dire. Certaines blessures sont trop profondes pour être guéries par des mots. Quant à Julien Marchand, sa femme a découvert la liaison. Il a perdu son mariage, une partie de sa fortune dans le divorce et sa réputation. Je n'ai pas ressenti de joie en apprenant ça, juste une forme de justice froide, implacable. En février, Mathieu s'est installé dans l'appartement de la rue de Passy. Il l'a redécoré entièrement, effaçant toutes les traces de Chloé. Il a repeint les murs en blanc, changé les meubles, accroché des photos de nous. Lui et moi, lui et Henri, des moments heureux d'avant. Un soir, il m'a invité à dîner pour me montrer le résultat. J'ai marché dans cet appartement que je connaissais par cœur et j'ai eu l'impression de le découvrir pour la première fois. Il était lumineux, aéré, empli d'une énergie nouvelle. Mathieu avait mis des plantes vertes partout, des livres sur des étagères, des bougies parfumées. Ça sentait le renouveau. « C'est magnifique !» ai-je dit, sincèrement émue. « Tu trouves ? J'ai essayé de me débarrasser de tout ce qui me rappelait. »« Elle ?» Il a hésité. « Je voulais repartir à zéro. »« Tu as bien fait. » Nous avons dîné sur le balcon, malgré le froid de février. Mathieu avait préparé un pot-au-feu, la recette d'Henri. C'était imparfait, un peu trop salé, les légumes un peu trop cuits. Mais c'était le geste qui comptait. Et c'était délicieux, parce que c'était lui qui l'avait fait. « Tu sais ce qui me manque le plus ?» a-t-il dit en regardant la scène scintiller sous les lumières des bateaux-mouches. « Quoi ? Papa, j'aimerais tellement pouvoir lui parler, lui demander conseil, lui dire que j'ai merdé, mais que j'essaie de réparer. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Il le sait, j'en suis sûre. « Tu crois qu'il m'aurait engueulé ? » Probablement. J'ai souri à travers mes larmes. Puis, il t'aurait serré dans ses bras et il t'aurait dit « Maintenant, on avance. » Mathieu a ri doucement. Ouais, c'est exactement ce qu'il aurait dit. Nous sommes restés silencieux un moment, perdus dans nos pensées. Puis Mathieu a repris la parole, la voix hésitante. « Maman, j'ai quelque chose à te demander. Vas-y, j'aimerais retourner à l'église. Pas de manière fanatique, hein? Juste, de temps en temps, pour me recueillir, pour parler à papa peut-être. Ça te choquerait ?» J'ai secoué la tête, émue. Non, au contraire, je pense que c'est une belle idée. Tu voudrais venir avec moi? Un dimanche peut-être? J'ai souri. J'adorerais ça. Et c'est ce que nous avons fait. Le dimanche suivant, nous sommes allés à l'église Saint-Sulpice, celle où il s'était marié. C'était étrange de revenir là, dans ce lieu chargé de souvenirs douloureux. Mais en même temps, c'était libérateur. Nous nous sommes assis au fond et nous avons écouté la messe en silence. Je n'ai pas prié pour quelque chose de précis. J'ai juste remercié. Remercié d'avoir retrouvé mon fils. Remercié d'avoir eu la force de tenir bon. Remercié pour cette chance de recommencer. À la sortie, Mathieu a glissé sa main dans la mienne, comme quand il était petit. « Merci, maman. Pourquoi tu me remercies? Pour ne jamais avoir abandonné. Même quand j'étais le pire des fils. Tu n'étais pas le pire des fils. Tu étais juste perdu. Et tu m'as retrouvé. » J'ai pressé sa main. « Toujours. Je te retrouverai toujours. » Le printemps est arrivé doucement, avec ses bourgeons sur les arbres et ses journées qui rallongeaient. Mars, avril, puis mai. Mathieu a repris son travail. Il était ingénieur en informatique dans une boîte du 13e arrondissement. Et il s'est reconstruit, pierre par pierre. Il sortait avec des amis. Il faisait du sport. Il riait à nouveau. Un soir, il m'a appelé pour me dire qu'il avait rencontré quelqu'un. Rien de sérieux pour l'instant, juste. Quelqu'un de bien. Une collègue. Elle s'appelle Amélie. C'est merveilleux, mon chéri. Je vais lentement cette fois. Je ne veux plus me précipiter. Tu as raison. Prends ton temps. Et c'est exactement ce qu'il a fait. J'ai rencontré Amélie en juin, lors d'un déjeuner chez moi. C'était une jeune femme discrète, souriante, avec des yeux intelligents et une voix douce. Elle était professeure de français dans un collège de Montreuil. Elle aimait la littérature, la musique classique et les longues promenades dans Paris. Elle m'a posé des questions sur moi, sur mon métier d'infirmière, sur Henri et surtout, elle a écouté, vraiment écouté.
Quand ils sont partis, Mathieu m'a embrassée sur le front. « Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'elle est adorable. Et que tu as l'air heureux. Je le suis. » Il a hésité. « Tu sais, maman, je ne te remercierai jamais assez. Pour tout. Pour m'avoir secoué. Pour m'avoir ouvert les yeux. Pour m'avoir repris. Tu n'as pas besoin de me remercier. C'est ce que font les mères. » « Non, c'est ce que font les bonnes mères. Et tu es la meilleure. » Après leur départ, je me suis assise dans mon salon, regardant les photos sur le buffet. Henri et moi le jour de notre mariage. Mathieu bébé dans mes bras. Mathieu enfant, sur un toboggan. Mathieu adolescent, avec son père. Et maintenant, une nouvelle photo que Mathieu m'avait offerte. Lui et moi, prise lors de notre visite à Saint-Sulpice. Nous sourions tous les deux. Et dans nos yeux, on voyait la paix retrouvée. « Tu vois, Henri ?» ai-je murmuré à la photo de mon mari. « On a réussi. Notre fils va bien. Il est heureux. On a réussi. » L'été est arrivé avec sa chaleur étouffante et ses soirées interminables. En juillet, Mathieu m'a proposé de partir en vacances ensemble, juste nous deux, dans le sud de la France. Comme avant, tu te souviens ? Quand papa louait cette petite maison à Cassis, je me souvenais. C'était des étés magiques, remplis de baignades, de bouillabaisse, de parties de pétanque sur la place du village. Henri qui lisait sous un parasol, Mathieu qui construisait des châteaux de sable, moi qui regardais ces deux hommes de ma vie avec un bonheur simple et pur. Oui, je me souviens. J'ai trouvé une location à Cassis, la même rue. Qu'est-ce que tu en dis ? J'en dis que c'est une merveilleuse idée. Nous sommes partis mi-juillet. Le trajet en train a été long, mais agréable. Nous avons parlé de tout et de rien, ri de vieilles anecdotes, observé le paysage défiler par la fenêtre. Quand nous sommes arrivés à Cassis, l'odeur de la mer m'a frappée comme une gifle nostalgique. Nous avons marché jusqu'à la petite maison blanche aux volets bleus, et quand j'ai poussé la porte, j'ai eu l'impression de remonter le temps. Pendant 2 semaines, nous avons vécu simplement. Nous nous levions tôt pour aller nager, avant que la plage soit bondée. Nous faisions les courses au marché, achetant des tomates gorgées de soleil, du fromage de chèvre, du pain croustillant. Nous cuisinions ensemble, maladroitement mais joyeusement. Le soir, nous nous asseyions sur la terrasse, buvant du rosé frais, regardant le soleil se coucher sur la Méditerranée. Un soir, Mathieu m'a dit « Tu sais ce qui est fou ? Il y a 1 an, on ne se parlait plus. Et maintenant, on est là, ensemble, et tout va bien. » « Pas tout, » ai-je corrigé doucement. « Il y a encore des cicatrices, des choses qu'on n'a pas dites. Mais oui, on va mieux. Tu m'en veux encore ? Pour ce que je t'ai dit ? Pour comment je t'ai traité ? J'ai réfléchi honnêtement. Je ne t'en veux pas, mais je n'oublie pas non plus. Ce que j'ai appris de tout ça, c'est qu'il faut se respecter soi-même. Qu'aimer quelqu'un ne signifie pas tout accepter. » Il a hoché la tête. « Papa te disait souvent qu'il fallait que tu apprennes à dire non. » Oui, et il avait raison. Tu sais ce qu'il me disait, lui ? Mathieu a souri tristement. Il me disait « Ta mère a un cœur immense. Ne le casse pas. » Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je l'ai cassé. Et puis tu l'as réparé. C'est ça qui compte. Nous sommes restés silencieux, écoutant le bruit des cigales et le murmure lointain de la mer. Puis Mathieu a repris, la voix étranglée. « Je crois que ce qui me fait le plus mal, c'est d'avoir gaspillé du temps. Du temps avec toi. Du temps que papa n'a plus. J'aurais dû être là plus souvent. J'aurais dû... » Stop ! J'ai posé ma main sur son bras. On ne peut pas revivre le passé, mon chéri. On peut juste faire mieux maintenant. Et c'est ce qu'on fait. Il a hoché la tête, les larmes brillant dans ses yeux. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon fils. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des mois. Pas de cauchemar, pas d'angoisse. Juste un sommeil paisible, réparateur. Nous sommes rentrés à Paris fin juillet, bronzés et reposés. La vie a repris son cours normal, mais différent. Mathieu passait me voir au moins 1 fois par semaine. Nous déjeunions ensemble le dimanche. Il m'appelait juste pour prendre de mes nouvelles, sans rien demander en retour. Petit à petit, nous reconstruisions ce qui avait été cassé. En septembre,
Amélie a emménagé avec lui. Ils m'ont invitée pour l'occasion. Et j'ai aidé à déballer les cartons, à accrocher des cadres, à installer les meubles. C'était étrange et merveilleux, à la fois de voir Mathieu construire une nouvelle vie, sur des bases saines, cette fois. Un soir de septembre, alors que nous prenions un verre sur le balcon de l'appartement, Amélie m'a dit « Mathieu m'a raconté ce qui s'est passé avec Chloé et ce que vous avez fait pour lui. Je voulais juste vous dire merci. Merci d'avoir eu le courage de le sauver. » J'ai été surprise. Je n'ai rien fait de particulier. J'ai juste posé des limites. Non, vous avez fait plus que ça. Vous avez choisi la vérité, même si ça faisait mal. C'est rare et c'est courageux. Ces mots m'ont touchée plus que je ne l'aurais cru. Je me suis contentée de sourire, les larmes piquant mes yeux. Octobre est arrivé, ramenant ses couleurs d'automne et ses premières fraîcheurs. Un matin, alors que je buvais mon café devant la fenêtre, j'ai pensé à Chloé. Je me suis demandé où elle était, ce qu'elle faisait, si elle avait appris quelque chose de tout ça. Probablement pas. Les gens comme elle ne changent jamais vraiment. Mais ce n'était plus mon problème. Je l'avais sortie de ma vie, et c'était libérateur. J'ai pensé aussi à Sylviane, à cette femme froide et arrogante qui s'était révélée être aussi vulnérable que moi. Nous étions deux mères qui avaient voulu le meilleur pour nos enfants. Mais nos enfants avaient fait leur propre choix, et ces choix avaient eu des conséquences. Je ne lui en voulais pas, ni à elle, ni à moi-même. Le 22 octobre 2025, exactement 1 an après la scène de la boutique, Mathieu m'a appelé. « Maman, tu es libre samedi ?»« Oui, pourquoi ? J'aimerais qu'on aille se recueillir sur la tombe de papa. Ensemble, ça fait longtemps. » Mon cœur s'est serré. « Oui, allons-y. » Le samedi, nous avons pris le métro jusqu'au cimetière du Père-Lachaise. Nous avons marché en silence dans les allées bordées de tombes anciennes, de statues moussues, de croix penchées. La tombe d'Henri était simple, une pierre grise avec son nom, ses dates, et une phrase que j'avais choisie. « Homme bon, père aimant, époux dévoué. » Mathieu s'est agenouillé devant la tombe, posant sa main sur la pierre froide. « Salut, papa. Ça fait longtemps. Désolé. » Je me suis agenouillée à côté de lui, posant une rose blanche sur la tombe. « Bonjour, mon amour. » Nous sommes restés ainsi quelques minutes, en silence, chacun perdu dans ses pensées. Puis Mathieu a pris la parole, la voix tremblante. « Papa, je voulais te dire, j'ai merdé. J'ai vraiment merdé. J'ai fait du mal à maman. J'ai été aveugle, égoïste, stupide. Mais elle m'a pardonné. Elle m'a sauvée. Et maintenant, je vais mieux. Je vais faire mieux. Je te le promets. » Les larmes coulèrent sur ses joues. J'ai posé ma main sur son épaule. « Il est fier de toi, Mathieu. J'en suis sûre. Tu crois ? J'en suis certaine. » Nous sommes restés encore un moment, puis nous nous sommes relevés. En sortant du cimetière, Mathieu a glissé son bras sous le mien. « Merci, maman, pour tout. »« De rien, mon chéri. » Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai allumé une bougie devant la photo d'Henri. J'ai regardé son visage figé dans le temps, son sourire discret, ses yeux bienveillants, et j'ai murmuré « On a réussi, Henri. Notre fils va bien. Il est heureux. Il a trouvé quelqu'un de bien. Et moi, je vais bien aussi. J'ai appris à dire non. J'ai appris à me respecter. J'ai appris que l'amour ne signifie pas tout accepter. J'ai soufflé la bougie, et la fumée a dansé dans l'air avant de disparaître. Dehors, Paris s'illuminait pour la nuit. Les lumières scintillaient, les voitures klaxonnaient, les gens rentraient chez eux. La vie continuait, implacable et magnifique. Et moi, Geneviève Moreau, 63 ans, veuve, mère, ancienne infirmière, j'étais debout. Pas parfaite, pas sans cicatrices, mais debout. Parce que j'avais appris la leçon la plus difficile de ma vie. On ne peut sauver les autres qu'en se sauvant soi-même d'abord. Et cette leçon, personne ne pourrait jamais me l'enlever. Épilogue. 1 an plus tard, en octobre 2026, Mathieu et Amélie se sont mariés. Une petite cérémonie intime, dans une chapelle de campagne près de Fontainebleau. Pas de faste, pas de strass. Juste l'essentiel. L'amour, la famille, les amis sincères. J'étais assise au premier rang, vêtue d'une robe bleue que Mathieu m'avait offerte.
Quand il a échangé ses vœux avec Amélie, quand il a promis de l'aimer dans les bons et les mauvais jours, j'ai vu des larmes briller dans ses yeux. Et j'ai su qu'il pensait à Henri, qu'il pensait à moi, qu'il pensait à tout ce chemin parcouru. À la sortie de la chapelle, il m'a embrassée. « Merci d'être là, maman. Je serai toujours là, mon chéri. » Et c'était vrai. Quoi qu'il arrive, où qu'il aille, je serai là. Pas pour tout accepter, pas pour tout payer, mais pour l'aimer, le guider, le soutenir, comme une mère doit le faire. Ce soir-là, en regardant les étoiles depuis le jardin de la petite auberge où se tenait la réception, j'ai senti une présence familière. Pas visible, mais réelle. Henri, je l'ai senti dans le vent doux qui caressait mes cheveux, dans le parfum des roses qui bordaient le jardin, dans le rire de Mathieu qui résonnait dans la nuit. « Tu es là, n'est-ce pas ?» ai-je murmuré. Et j'ai souri, parce que je savais qu'il était fier. Fier de notre fils, fier de moi, fier de nous. Enfin, le prix de la dignité n'est pas comptable. Il se mesure en larmes versées, en leçons apprises, en ponts reconstruits. Il se mesure en courage trouvé dans les moments les plus sombres. Et surtout, il se mesure en amour. Un amour qui sait dire non, qui sait poser des limites, qui sait qu'il vaut la peine d'être respecté. Parce qu'au bout du compte, la plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner, ce n'est pas tout accepter, c'est savoir se tenir debout. Pourquoi cette merde de carte ne passe pas, vieille ? Elle a crié au milieu du magasin, entourée de sacs chers. J'ai respiré profondément et j'ai dit seulement « parce que ton crédit avec moi est terminé ». Ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant qu'elle hurlait, toutes les cartes, clés et comptes à son nom étaient déjà annulées